Rencontre AFJA-APCA, introduction à l'agriculture chinoise. Je passe la parole à Guy Vasseur, président des chambres d'agriculture, pour un petit mot d'introduction. J'ai eu l'occasion d'aller 3 fois en Chine et j'ai pu voir à chaque fois de manière différente et en 20 ans les bons, ce n'est pas les parts, les bons que faisait la Chine, à la fois dans le domaine économique, dans la construction, y compris dans les aspects environnementaux, c'était moins présent. Et la dernière fois, on a vu des différences, et surtout dans le domaine agricole, c'est ni plus ni moins fantastique. L'agriculture chinoise occupe une place très importante en Chine. Et comme vous le savez, la Chine, c'est un grand pays agricole. Et surtout, ces dernières années, l'agriculture chinoise a obtenu un très bon succès. Surtout avec 900 de surfaces cultivées, on a nourri 20% de la population mondiale. 9%. 9%. Je m'excuse. Avec 9% des surfaces. De surfaces cultivées, et on a nourri. Ça suffit à nourrir 20%, oui, 20% de la population mondiale. D'accord. Et surtout, les revenus des paysans s'augmentent beaucoup et leur vie et conditions de vie s'améliorent beaucoup. Mais il nous reste encore quelques problèmes, surtout l'environnement agricole, la productivité et la technologie n'est pas très avancée pour la production agricole. Et aussi, surtout, il y a le problème principal, c'est il y a une grande population, mais la surface cultivée est très limitée. Donc la taille de la production agricole n'est pas assez suffisante, c'est-à-dire très petite. Donc voilà, c'est le problème principal. Maintenant, le gouvernement chinois a attaché une grande importance à tous ces problèmes et s'efforce de les résoudre. Surtout ces dernières années, l'investissement chinois en France augmente beaucoup sur ces dernières années. Surtout, surtout à Bordeaux, les Chinois achètent beaucoup de châteaux, presque centaines, même plus, je ne sais pas. Il va falloir les faire quand même. Oui. Et aussi, on a investi à Bretagne, là-bas, il y a pour fabrication du lait en poudre, et aussi en Normandie. Les deux pays ont une très bonne coopération et je crois, dans l'avenir, cette coopération va continuer et va avoir un plein succès. Très bien, merci beaucoup, M. Wang, et merci Guy Vasseur. Alors, la suite, donc c'est Jean-Marc Chaumet. Jean-Marc Chaumet qui a coordonné en fait le dossier sur la Chine dans le Déméter 2017, va nous faire présenter la stratégie globale de la Chine vis-à-vis de sa production agricole et de sa politique agricole et alimentaire. Alors d'abord, je voudrais revenir sur un constat, c'est que dans les publications, notamment occidentales, quand on parle de la Chine et quand on parle des défis à relever pour la Chine, il y a toute une liste de défis que vous pouvez voir, je ne vais pas les citer, économiques, financiers, sociaux, démographiques, énergétiques, environnementaux, que la Chine doit relever dans les années à venir pour pouvoir continuer sa croissance, pour pouvoir continuer son développement. Il y en a un qui est rarement cité, c'est le défi de nourrir la population chinoise. Il y a même certaines publications sur la Chine où les mots agriculture, alimentation n'apparaissent même pas. Et pourtant, en Chine, c'est un sujet vraiment qui préoccupe beaucoup le gouvernement et les observateurs et les chercheurs. Et c'est quelque chose, nourrir la population, qui est une préoccupation, je dirais, millénaire. C'est une préoccupation qui occupe les politiques, enfin, qui mènent les politiques chinoises depuis même avant la création du premier empire chinois, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On retrouve des écrits à l'époque où l'agriculture c'était le centre et c'était la préoccupation principale des dirigeants et des conseillers chinois.
Alors, la Chine aussi, au cours de son histoire, a pratiquement compté que sur ses propres forces pour alimenter sa population. De manière contrainte ou voulue, contrainte parce que parfois ses voisins n'étaient pas forcément enclins à l'aider, c'était plutôt le contraire, et parfois voulu aussi parce qu'il voulait maîtriser son alimentation. Et donc compter sur ses propres forces, ça veut dire mettre en œuvre des politiques ambitieuses, des politiques de stockage. Bon, ce n'est pas propre à la Chine, il y a d'autres civilisations aussi qui ont mis en œuvre ces politiques, mais des politiques de stockage, et des politiques de gestion des fleuves, des politiques de gestion de l'irrigation, des politiques de transfert aussi entre régions chinoises, celles qui avaient eu une bonne récolte transféraient celles qui avaient eu une mauvaise récolte. Donc des politiques chinoises très importantes et depuis de très nombreuses années, depuis des centaines, voire des milliers d'années. Ces politiques n'ont pas cependant empêché des échecs, notamment les famines. Il y a eu, d'après une étude qui a été publiée, entre 1800 avant Jésus-Christ et le début du XXe siècle, il y a eu pratiquement 3000 famines. Donc c'est-à-dire pratiquement une par an. Donc voilà, il y a eu énormément d'échecs, mais la Chine a quand même continué à se nourrir en comptant sur ses propres forces. Et cette volonté, en fait, de rester maître de son approvisionnement et de compter toujours sur ses propres forces reste actuelle. Donc, qu'est-ce que ça a changé, en fait, cette nouvelle donne? Qu'est-ce qui a changé depuis une vingtaine ou une trentaine d'années? La première chose, c'est la consommation des Chinois. Là, vous avez un graphique qui est tiré des données de la FAO sur les disponibilités alimentaires. Entre 1961, où c'était la dernière grande famine en Chine, et 2013. On peut voir deux choses. La première, c'est que les disponibilités ont été multipliées par 2. Donc il y a 2 fois plus aujourd'hui de disponibilité que dans les années 60. On est à peu près à 3000 kilocalories par habitant. On est à, je crois, 3700 en France, pour donner un ordre de grandeur. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut voir sur les couleurs, c'est que les produits animaux en rouge ont pris une place très importante, puisqu'ils sont passés à peu près de 2-3% des disponibilités à plus de 23%. On est à plus de 30% en France. Donc, une population qui consomme de plus en plus et qui consomme de plus en plus de produits animaux, il faut répondre à cette demande. Alors, juste un tout petit aparté, ça c'est une moyenne. Il y a un très grand contraste en Chine, d'après des études. À peu près 30% de la population serait en surpoids, un peu plus de 10% serait obèse, et d'un autre côté, il y aurait encore à peu près 10% de la population qui serait sous-alimentée, qui ferait encore 140 millions de personnes. Donc, on a un grand contraste en Chine, même si la moyenne augmente et que bien sûr le nombre de personnes sous-alimentées, la proportion de personnes sous-alimentées a été divisée par 3 entre la fin des années 70 et aujourd'hui. Et cette tendance va continuer. Cette tendance à consommer plus, en tout cas, va continuer, parce que même si dans les villes, la consommation des plus riches tend à stagner, voire même à diminuer en ce qui concerne la consommation de viande, on a une population urbaine qui croît. On est aujourd'hui à 55% de Chinois qui vivent en zone urbaine, et le gouvernement chinois voudrait 70% en 2030. On a aussi une hausse du pouvoir d'achat, même si encore, on va le voir, un écart entre le pouvoir d'achat urbain et le pouvoir d'achat rural. Mais un écart que le gouvernement chinois voudrait réduire. Donc, cette demande, elle est très forte et elle aboutit, comme ça a été dit, à un déficit agricole et agroalimentaire important. Depuis 2004, la Chine importe beaucoup plus de produits agricoles et agroalimentaires qu'elle en exporte. Et donc, la Chine se trouve face à un choix qui est soit continuer à ouvrir ses frontières et à importer beaucoup plus, soit essayer de produire beaucoup plus pour limiter le déficit agricole et rester maître de son approvisionnement agricole. En Chine, c'est un débat qui est tout nouveau et il y a des prises de position différentes. Certains conseillers ou certains chercheurs disent qu'il faut ouvrir beaucoup plus parce que la Chine a de l'argent, elle peut payer, et d'autres disent non, parce qu'il ne faut pas être trop dépendant de l'étranger. Donc, pour l'instant, quel est le choix de la Chine? On a l'impression que la Chine a choisi une voie intermédiaire, c'est-à-dire ouvrir un peu ses frontières, comme on l'a vu, puisque la Chine sait que de toute façon elle ne peut pas tout produire, pour des questions qu'on va voir, mais ne pas trop importer non plus, c'est-à-dire ouvrir un peu, mais pas trop pour ne pas être trop dépendant, mais pas trop non plus, parce que la Chine sait très bien que le marché international ne peut pas répondre à la demande chinoise. Enfin, elle a pu en répondre au soja, c'est pas sûr qu'elle réponde au soja, en maïs, en blé, en riz, en porc, etc., etc. Le marché international ne peut pas forcément fournir toute la demande alimentaire chinoise. Alors, là, je fais un tout petit aparté sur qu'est-ce que la sécurité alimentaire en Chine. Il y a une définition de la FAO, la sécurité alimentaire, que je ne connais pas par cœur, mais qui est
Toute personne en tout temps doit avoir ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait les besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires. Ça, c'est la définition de la FAO. En Chine, la définition de la sécurité alimentaire, officiellement, elle est différente, même si la Chine se préoccupe bien sûr des personnes sous-alimentées, mais au niveau national, c'est être autosuffisant à 95% en produits stratégiques. C'est ça ce qui est la sécurité alimentaire en Chine. Et les produits stratégiques, alors bon, c'est aujourd'hui plutôt le blé, le riz et le maïs. À un moment donné, il y avait aussi le soja à l'intérieur. Donc, une définition de la sécurité alimentaire qui est différente de celle de la FAO et adoptée par plusieurs pays. Et c'est quelque chose qui est constant. Une surface que la Chine essaie de maintenir, on peut voir là, voilà, ça c'est l'évolution des surfaces chinoises, et ça c'est la ligne rouge que la Chine s'est fixée. Le gouvernement chinois s'est fixé une ligne à 120 millions d'hectares, c'est-à-dire que officiellement il faut au moins 120 millions d'hectares pour pouvoir nourrir correctement le peuple chinois. Autre problème au niveau des exploitations, c'est-à-dire que la Chine a un problème de main-d'œuvre. Il y a un exode rural, 15 millions de personnes par an. On en a parlé. Et le problème de la Chine au niveau des exploitations, c'était d'essayer de maintenir une main-d'œuvre suffisante et motivée, puisque les revenus agricoles sont relativement faibles. Là, on a des revenus ruraux et urbains. Alors, ruraux ne veut pas dire forcément agricole, puisque plus de la moitié des revenus ruraux aujourd'hui ne sont pas tirés de l'agriculture. Mais il y a quand même l'agriculture dedans, et on voit que, officiellement, d'après les statistiques, les ruraux gagnent 3 fois moins que les urbains. Quand on voit ça, forcément, les gens qui vivent au milieu rural ont plutôt tendance à vouloir partir en ville. Surtout quand on a des exploitations relativement petites, puisque la Chine a environ 0, les exploitations chinoises sont environ 1,5 hectare. 200 millions d'exploitations, environ 300 millions de paysans, 1,5 hectare. Pour vivre sur 1,5 hectare, surtout quand on fait des céréales, c'est relativement difficile. Donc, beaucoup de gens ont envie de partir en ville. Partir en ville, ça permet justement de laisser la terre à ceux qui restent. Donc il y a tout un programme de transfert de terre qui est actuellement en place en Chine pour essayer de faciliter le départ de certains agriculteurs et pour essayer de faire en sorte que ceux qui restent puissent récupérer les terres et puissent agrandir leur surface et donc gagner mieux leur vie. Et donc il y a la volonté de développer une agriculture moderne au sens chinois, et une agriculture moderne, on le verra, on le détaillera sûrement dans les tables rondes, c'est des exploitations de grande taille, des exploitations spécialisées, des exploitations commerciales, des exploitations qui respectent les normes et des exploitations qui sont très liées aux entreprises. Aux entreprises qui sont les leaders des filières et qui doivent entraîner toute la filière. Donc voilà ce que c'est. Ensuite, le troisième problème, c'est au niveau des produits. On va sûrement y revenir, je ne vais pas détailler, des produits qui ont souvent des prix élevés. Et ces prix élevés ont entraîné aussi des prix élevés des produits animaux. On y reviendra. Et il y a tous les problèmes, bien sûr, de sécurité sanitaire, dont on reviendra également. Donc voilà les problèmes, selon nous, auxquels la Chine est confrontée pour pouvoir augmenter sa production, continuer à avoir une production élevée. Voilà. Merci. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.